Quand on est agriculteur, la terre, c'est vraiment le bijou. C'est leur vie. La principale source d'information et la meilleure source d'information, c'est la connaissance de l'agriculteur. L'agriculteur, voilà, il fait pas ça depuis 2 semaines. Ça fait des années, voire des générations qu'il est dedans. En général, il connaît ses champs, il connaît ses cultures. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Tu es expert en développement de projets d'énergie renouvelable pour le groupe Aspirami depuis maintenant 5 ans et tu es spécialisé dans l'éolien et dans le solaire photovoltaïque et également de l'agrivoltaïsme. Il sera le sujet d'aujourd'hui. Mais avant de nous éclairer sur ce que c'est l'agrivoltaïsme, je pense que beaucoup de personnes vont le découvrir avant de l'écouter aujourd'hui, j'aimerais remonter un peu le temps avec toi, voir et que tu nous expliques s'il y a un moment précis, une rencontre qui t'a fait basculer vers ce domaine-là, qui t'a fait découvrir ce secteur d'activité. Eh bien, merci Eric. Merci de m'inviter dans ce podcast. Donc oui, moi c'est Eden Caborio, hein. C'est vrai que je travaille depuis 5 ans maintenant au sein du groupe Aspiradi, qui est un groupe qui lui travaille dans les énergies renouvelables depuis plus de 20 ans et qui développe des projets principalement historiquement éoliens. Mais c'est vrai que de plus en plus, on se tourne vers le photovoltaïque, on se tourne vers l'agrivoltaïsme, qui est un sujet un petit peu particulier, légèrement différent du photovoltaïque classique. Qu'est-ce qui m'a fait me tourner vers là? Eh bien, de base, j'ai une formation ingénieur aéronautique, simplement parce que je suis passionné par le milieu de l'aéronautique. Et au cours de mon cursus, je m'étais toujours dit que j'aimerais bien travailler dans le futur, dans 3 domaines. Il y avait forcément l'aéronautique, hein, qui est un milieu qui me passionne, l'automobile, qui est un second milieu que je trouve très, très magnifique, et l'énergie. Voilà, donc l'énergie faisait partie des 3 milieux dans lesquels je me voyais bien travailler plus tard. Donc j'ai pas mal travaillé dans l'automobile, dans l'aéronautique. Et à un moment, j'ai eu l'opportunité via ma famille, hein, de créer une entreprise, en fait, qui était à la base destinée à faire du consulting dans le milieu de l'énergie. Et puis, au fur et à mesure du temps, après quelques mois avoir travaillé dans cette entreprise familiale, on a décidé, avec mon père principalement, de faire une joint venture avec le groupe Aspiravi, groupe belge du coup qui développe les projets en énergie renouvelable, et de créer une boîte, hein, Aspiravi France, pour développer la filiale française, voilà, donc pour développer le marché français qui possède un potentiel vraiment, vraiment important. On a beaucoup de terres agricoles. La Belgique est un petit pays à côté de la France, donc voilà, très beau potentiel, milieu d'avenir. L'énergie, hein, on sait que l'énergie, c'est un peu la base de tout maintenant. Donc clairement un secteur d'avenir, et voilà, ça me tentait vraiment de travailler dans ce troisième secteur que je ne connaissais pas ou peu. Et donc très heureux d'avoir commencé là-dedans il y a 5 ans, et je me vois bien rester plus tard. 25 ans de plus, 65 ans de plus. 25 ans, on verra bien. Et pour le coup, l'agrivoltaïsme, c'est un sujet dont on parle jamais, qu'on connaît pas du tout, et qui est assez récent finalement, récent en est connu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui connaissent pas non plus et qui découvrent ce sujet-là. Donc de nous expliquer à la communauté ce que c'est l'agrivoltaïsme, pourquoi c'est une innovation importante aujourd'hui et qu'est-ce que ça apporte à la fois aux énergéticiens, mais aussi aux agriculteurs et aux exploitants. Alors c'est vrai que l'agrivoltaïsme, c'est une partie, hein, du domaine de la production d'électricité qui est assez récente. On a quelques projets qui sont faits, mais clairement le gros du travail reste à faire dans ce milieu. Concrètement, pour utiliser des mots assez simples, qu'est-ce que c'est l'agrivoltaïsme? C'est une combinaison de production agricole mixée avec une production d'électricité à base de panneaux photovoltaïques. Donc très concrètement, pour se faire une image, c'est positionner des panneaux photovoltaïques sur culture pour pouvoir à la fois produire de l'électricité, voilà, à base de panneaux photovoltaïques, et de protéger la plante ou toute culture qui se trouve dessous de toutes sortes d'aléas climatiques. Ça peut aller de la sécheresse, une quantité de pluie qui serait trop importante. Ça peut créer un microclimat contre le jet, par exemple. Donc il y a vraiment tout un tas de choses qui se créent pour cette plante, qui est aidée par le panneau photovoltaïque, qui lui est guidé et se positionne, va bouger un petit peu, va s'orienter en fonction des besoins de la plante. Ça, c'est très très important. Un projet doit vraiment prouver qu'il apporte un bénéfice à l'agriculture, et que c'est pas simplement un projet photovoltaïque déguisé
qui pourrait avoir voilà, le même but final qu'un projet photovoltaïque sol, donc sans culture en dessous. Et je t'interromps sur cette partie-là parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes vont se poser aussi. Comment est-ce que vous prouvez du coup de l'impact sur une culture spécifique? Il y a toujours dans chaque projet ce qu'on appelle une zone témoin. En fait, si on prend, en faisant simple, un hectare de culture, on aura toujours une partie de cet hectare qui va être couverte de panneaux et une partie qu'on va appeler la zone témoin qui n'est pas couverte. Et donc on va la laisser quelques années, voir un petit peu ce que ça va se passer pendant toutes les saisons. Et du coup, bah, on va voir si on a réellement une différence entre les cultures qui ont bénéficié de la protection de l'agrivoltaïsme et la culture qui est juste à côté, hein, c'est les mêmes champs, mais qui n'a pas de panneaux photovoltaïques au-dessus, qui sont guidés justement, comme je disais, de par les besoins de la plante via des algorithmes qui sont créés, hein, tout un tas d'études qui sont faites au préalable avant de positionner les panneaux photovoltaïques pour guider les panneaux en fonction de réellement ce que la plante a besoin. Et c'est intéressant aussi d'avoir ton point de vue côté énergéticien. On entend souvent que les terres agricoles doivent servir à nourrir. Et les investisseurs ont aussi besoin de terres pour développer des projets sur lesquels on sait qu'il y a parfois des points de frustration entre les différents interlocuteurs. Est-ce que déjà tu as ressenti un peu cette compétition sur le terrain? Est-ce que c'est comme ça que l'agrivoltaïsme est arrivé dans votre groupe que vous avez développé? Comment est-ce que ça se passe sur le terrain, toi, de ta perspective d'énergéticien? Et ensuite, vis-à-vis de l'agrivoltaïsme, est-ce qu'il y a un sentiment différent pour les exploitants agricoles avec qui tu vas par hasard? Alors, oui, un petit peu. Les avis, en fait, sont un petit peu mitigés par rapport, voilà, quand on est agriculteur, quand on est propriétaire ou exploitant de foncier, la terre, c'est vraiment le bijou. Voilà, c'est vraiment des terres qui se transmettent de génération en génération. C'est des personnes qui vivent de ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir et qui est bien de garder en tête. C'est que, voilà, ce sont vraiment des terres auxquelles les gens tiennent. C'est leur vie, voilà, c'est leur gagne-pain, et cetera. Donc, il faut réussir à se mettre à la place de l'agriculteur et comprendre que l'agrivoltaïsme pourrait potentiellement faire peur. Voilà, on est des groupes, voilà, d'énergéticiens. Ça peut potentiellement faire peur aux gens, mais là, la subtilité est de savoir bien expliquer le pourquoi du comment, ce que c'est vraiment partir de la base et vraiment inciter sur le fait que on fait ça pour à la fois produire de l'électricité parce qu'on en a besoin, la France en a besoin, voilà, on a des objectifs nationaux à accomplir, l'Europe en a besoin, etc. Mais c'est aussi pour pallier éventuellement les pertes de culture ou avoir un bénéfice sur l'agriculture qui permet au final d'avoir une production améliorée. Et donc ça, l'agriculteur le voit directement dès la première année, après poser panneaux. Donc c'est vraiment arriver à trouver cet équilibre du on augmente la production agricole, on produit de l'électricité, c'est vraiment gagnant-gagnant. L'agriculteur, lui, n'a rien en termes de coûts, hein, à débourser. C'est vraiment le développeur qui finance 100% de la chose et qui volontairement va perdre une petite partie de sa production électrique parce que les panneaux vont être guidés, je le répète, en fonction des besoins de la plante. Et donc ça, c'est une somme d'argent que nous, entre guillemets, on accepte de perdre, mais tout ça parce que le projet se fait au bénéfice de l'agriculture. Et on est là, voilà, pour apporter quelque chose de positif à l'agriculture, tout en parallèle, produisant de l'électricité. D'accord, ouais, c'est une priorisation à la maximisation de la production agricole et la Exactement. maximisation de la production énergétique. S'il y a de l'eau en soleil, mais que pour les plantes, il y a besoin de cet éclairage, les panneaux, je sais pas comment ça fonctionne, mais vont se rétracter. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Les panneaux vont bouger, hein, ils vont s'incliner d'une certaine façon en fonction, ouais, de données qu'on aura récoltées via des sondes et via un algorithme qui est mis en place en fonction des données récoltées pour guider ces panneaux. Donc forcément, les panneaux vont pas produire au maximum de ce qu'ils pourraient produire à chaque fois, mais tout ça, c'est pour le bien de la plante. Et t'as anticipé sur une question que je voulais te poser, tu disais sur la partie installation. Effectivement, si je me mets à la place d'un exploitant, moi j'ai mes terres aujourd'hui, j'exploite mes vignes ou d'autres types de cultures. Quel est le coût uniquement sur c'est que tu utilisais, il n'y a pas de coût, on s'occupe de tout. C'était une question que tu avais, mais quel est le coût de manière globale en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de déploiement, ou dépendant de ce que je comprends, c'est vous qui installez tout sur les terres, sur les parties qui sont pas des parties témoins. C'est quoi les actions en tant que d'extraction agricole qui vont être faites? Est-ce que, parce qu'il me semble que c'est le cas, mais je suis plus certain, donc ça je peux me le valider, qu'une partie des gains de l'énergie vont aussi à l'agriculteur et que c'est une source de revenus
supplémentaires pour l'agriculteur derrière? Ouais, alors il y a plusieurs points dans la question. La première, c'est un petit peu quel est le rôle de l'agriculteur dans le projet? Qu'est-ce que concrètement l'agriculteur fait et qu'est-ce qu'il a à gagner au-delà de simplement avoir une agriculture qui est un peu plus performante, on va dire? Et ben, l'agriculteur, en fait, il a un rôle très central dans le projet. Pourquoi? Parce que quand on fait ce type de projet, on doit démontrer qu'en fait, c'est un projet qui est fait pour l'agriculture. Certes, on a la production électrique, mais on doit vraiment prouver qu'il y a ce qu'on appelle un projet agricole derrière. Et ce projet agricole, il est défini avec l'agriculteur. C'est vraiment l'agriculteur qui va être au centre des discussions pour savoir ce qu'il veut faire. On a les agriculteurs qui vont nous dire, cette plante-là, cette vigne, ce kiwi, ces pommiers, etc., sont là depuis 50 ans, depuis 30 ans, 50 ans, n'importe quoi. Mais ils commencent un peu à être vieux, j'aimerais les changer pour mettre une culture plus jeune, ou alors j'aimerais tenter un nouveau type de vigne. J'aimerais changer un petit peu ce que je fais, j'aimerais diversifier parce que je vois que ce vin rouge, il se vend plus très bien. Par contre, ce vin-là, il se vend bien et donc du coup, il y a pas mal de bénéfices de son côté par rapport à ça. Donc il y a vraiment un projet qui est réfléchi avec lui et nous, on va l'accompagner dans ce projet et essayer de lui apporter des conseils, hein, parce qu'on travaille aussi avec des bureaux d'études qui connaissent très bien, qui ont l'habitude de faire ces choses-là, à la fois techniquement, à la fois par rapport à la plante, les chambres d'agriculture, etc. Il y a vraiment tout un tas de parties prenantes qui sont impliquées. Et c'est vraiment ce projet agricole qui est défini avec l'agriculteur, donc vraiment en discussion avec lui. Donc c'est un peu lui le centre de ce qu'il a, de décision un petit peu de ce qu'il veut. Et bien sûr, nous, les panneaux, étant donné qu'ils sont guidés un petit peu par les besoins de la plante, changer la plante, ça va potentiellement faire changer les panneaux et donc directement ou indirectement le produit type, donc l'électricité, donc du coup notre revenu à nous. La deuxième question, c'était les bénéfices un petit peu au-delà d'une augmentation de l'agriculture, de la production agricole qu'il peut avoir. Il y a forcément une partie de revenus qui lui revient en termes de location. Les terres restent propriété de l'agriculteur. Nous, simplement, on les loue. Donc, on dédie une petite somme d'argent à la location des terres, hein, qui se fait à l'hectare. Et en plus de ça, il y a toute cette construction de projets agricoles où, en fonction des besoins et des coûts du projet agricole qu'il a, nous, on peut accompagner. On peut dédier une petite enveloppe à définir, hein, bien sûr, entre l'investissement global du projet, une petite somme d'argent qui est dédiée au projet agricole en lui-même. Donc là, par exemple, s'il veut mettre des kiwis quelque part, il faut acheter ces kiwis. On peut proposer d'acheter une partie des kiwis ou tous les kiwis, bien sûr, en fonction d'une enveloppe qui aura été définie. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont plutôt positives du côté agriculteur. Donc c'est vraiment un gagnant-gagnant à ce niveau-là. Ok, donc si je comprends bien, c'est un revenu qui est stable. C'est comme sur une location, tu peux te projeter sur combien ça va faire à peu près Exactement. tous les mois de exactement. Une chose que tu as dite et sur laquelle je me suis posé la question, et l'exemple que tu donnes, c'est un exploitant qui veut changer de type de culture, et où là, tu peux même participer au pot. L'entreprise peut participer au pot pour accompagner cette transition. Est-ce que c'est représentatif des projets qui sont sur l'agrivoltaïsme ou ça va être à chaque fois, on va dire, un momentum, vous arrivez sur des projets quand il y a des transitions d'exploitants, ou est-ce que pas forcément, vous pouvez être sur des exploitations qui sont déjà en place depuis longtemps? Ça fait plusieurs années que vous travaillez dessus. En termes de pourcentage, comment est-ce que ça passe à bord? Est-ce que c'est... Ouais. Alors, les projets sur lesquels on va, hein, de nous-mêmes, en général, sont quand même, premièrement, l'objet d'une réflexion et de ce qu'on appelle un pré-diagnostic. Hein, bien sûr, 100% des terres ne sont pas éligibles à pouvoir faire de l'agrivoltaïsme. On a, nous, en tant qu'énergéticiens, certaines sensibilités à respecter, notamment pour l'agrivoltaïsme, hein, où chaque projet représente un certain coût. Une grosse partie, vraiment, pour donner un exemple, c'est la distance au réseau. On va pas pouvoir faire un projet agrivoltaïque si on est trop loin d'un point de connexion auquel on pourrait se relier, faire circuler justement l'énergie produite et la ramener dans le réseau. Typiquement, on doit respecter certaines de ces distances-là parce que sinon, en termes de coûts et d'investissement, ça va être trop élevé, étant donné que on accepte d'avoir une diminution de la production électrique et donc une diminution de nos revenus au bénéfice de l'agriculteur et des terrains. Donc voilà, ça c'est une des sensibilités qu'on a nous qui fait que dans tous les cas, 100% des terres ne sont pas éligibles. Et donc quand on va voir un agriculteur, c'est qu'on a déjà une idée de on peut réellement faire quelque chose ou pas. Et bien sûr, derrière, ça reste au cas par cas.
localement, voilà, en fonction de ce que l'agriculteur a envie, de ce qu'il a déjà prévu ou pas, en fonction des difficultés qu'il peut déjà rencontrer. Tout ça, ça se fait vraiment en discussion avec lui, une fois qu'on a repéré un terrain et qu'on va le Ok. Parce qu'effectivement, il faut que vous atteigniez un seuil de rentabilité pour vous également, que ce soit gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties prenantes. Sur cette partie terre nuisible, c'est super intéressant. Et tu dis il faut être proche des points de raccordement. On n'est pas forcément, nous, énergéticiens, on n'a pas d'idée de comment sont distribués les points de raccordement sur le territoire. Est-ce que c'est des points qui sont fréquents? Et quelle est la distance à laquelle tu peux vous pouvez atteindre votre seuil de rentabilité, justement pour dire, ah bah, ces terres-là peuvent être lisibles. Alors déjà, en termes de répartition un petit peu de ces points-là, pour pouvoir se raccorder, justement, ce qu'on appelle des postes sources, ça dépend beaucoup des régions. Voilà, certaines régions vont avoir pas mal de postes sources, d'autres vont en avoir un petit peu moins. Donc là, ça c'est vraiment un petit peu en fonction de là où on veut se mettre. Alors des projets agrivoltaïques, on est principalement dans le sud, hein. On est d'accord qu'il faut quand même du soleil, c'est comme un panneau photovoltaïque, pour bien produire. Toutefois, ça se fait quand même dans le nord, hein. On va déjà, ça existe, hein, des projets dans le nord. Ce qu'on appelle le business case va être pour nous légèrement différent, hein, étant donné qu'on a moins de soleil. Donc en fait, par exemple, la distance, on va devoir peut-être la réduire, histoire de gagner un peu d'argent là, et donc du coup pouvoir pallier le manque qu'on aurait du fait qu'on aurait moins de production parce qu'il y a moins de soleil. Donc beaucoup de projets se font dans le sud, rien que parce qu'il y a une ressource en fait en soleil qui est plus importante. Donc les distances qu'on doit respecter un petit peu, bah, ça se fait bien sûr en fonction du projet. En fonction de la taille du projet, en fonction de la production qu'on va avoir, hein. Tout est une question de l'investissement versus le bénéfice qu'en tant qu'énergéticien on aurait, et la rentabilité du projet. On peut pas avoir une rentabilité négative, sinon on ne pourrait rien faire. Euh, et bon, on irait vite en banqueroute, je pense. En tout cas, les distances à respecter, disons, dans un projet un petit peu classique. Nous, on applique, alors c'est quelques kilomètres. En général, bah, plus on est proche d'un poste source, mieux c'est. Si on dépasse les 5 kilomètres entre le projet et le poste source, à vol d'oiseau, on va dire, disons que ça peut représenter beaucoup de coûts. Vraiment, l'idée, c'est vraiment qu'on accepte quelques pertes de production pour l'agriculture. Donc en fait, nous, on doit respecter voilà, certaines sensibilités qui ne doivent pas remettre en cause le projet au final. Et évidemment, ça paraît complètement logique, quoi. L'entreprise serait pas forcément pérenne si il y avait beaucoup de projets étaient développés à perte. Je crois que c'est ça, c'est évident. Un point que tu as évoqué, et enfin, pas forcément que tu as évoqué, mais aujourd'hui, vous avez déjà, tu disais, plusieurs projets dans le sud. Ça fait quelques années que vous avez amené l'agrivoltaïsme en France au final. Ces projets-là, j'imagine qu'il y a une vision, une visibilité maintenant, un retour qui est fait. Comment est-ce que vous nous voyez ce retour-là d'un point de vue énergéticien? Est-ce que ça a été performant pour vous? Les agriculteurs, les exploitants avec qui vous travaillez, qui ont installé ces panneaux sur leur terre, quel est le retour qu'ils font aujourd'hui? De manière globale, ça reste une nouvelle technologie, une nouvelle manière d'utiliser la technologie. Donc avoir ce retour d'expérience, c'est super intéressant. Alors pour un projet, déjà, hein, il y a différents types de technologies. Il y a des technologies monoaxiales, ce qu'on appelle, des technologies biaxiales, il y a du bifacial, donc c'est vraiment tout un jargon un petit peu technique qui représente à chaque fois une technologie différente, hein. C'est comme tout dans la vie, hein, différentes technologies qui existent pour un même domaine. Donc ça joue beaucoup en fait, hein, sur nous, notre rentabilité et l'adaptabilité qu'on doit avoir sur tous les projets. Chaque projet est différent. Voilà, donc en termes de taille, en termes de projet agricole, en termes de culture, hein, les cultures vont avoir des, des, euh, des requirements, les mots, des demandes, on va dire, des besoins plus ou moins différents, hein, qui vont faire que nous, la production va être plus ou moins dégradée. Donc c'est vraiment un ensemble d'éléments que nous, on prend en compte, accouplés forcément à toutes les quelques années, on va dire, de développement du projet. On va faire des études, on va étudier la plante, on va faire des travaux un petit peu plus précis pour bien définir à la fois le projet agricole, à la fois le projet énergétique, pour avoir la meilleure combinaison possible. Tout ça pour, encore une fois, retrouver le gagnant-gagnant côté agriculteur et côté énergétique. Et ça fait une bonne transition sur les questions, c'était axé perspective exploitant agricole.
versus les questions plutôt innovation, où tu dis on étudie les différentes plantes pour ensuite pouvoir prendre les meilleures décisions en temps réel. Comment est-ce que ça fonctionne d'un point de vue innovation technologique ça? Comment est-ce que vous allez mesurer, je sais pas, pour un pommier, il va falloir telle exposition à tel moment? Est-ce que tout est piloté automatiquement? Est-ce qu'il y a un contrôle manuel qui est fait? Comment ça se fonctionne? Alors, la principale source d'information et la meilleure source d'information, c'est la connaissance de l'agriculteur. L'agriculteur, voilà, il fait pas ça depuis 2 semaines. Ça fait des années, voire des générations qu'il est dedans. En général, il connaît ses champs, il connaît ses cultures. Il sait que de tel mois à tel mois, bah, en général, il y a besoin de soleil. Par contre, c'est en général de ce mois-ci à ce mois-ci que quand il y a trop de soleil, bah, ça pose des problèmes. Ou alors que, en général, il y a des épisodes de froid de telle date à telle date et que ça pose problème. Donc en fait, la principale source d'information, c'est l'agriculteur et donc c'est les discussions avec l'agriculteur qui vont, dans un premier temps, nous guider. Ensuite, il y a toute cette phase d'étude de la plante, hein, en complément de ce qui est déjà existant. Donc on va vraiment positionner des sondes et on va étudier sur tout un cycle, de saison, si ce n'est plus, les besoins de la plante. Voilà, donc il y a tout un tas de façons de pouvoir dire que bah, de telle date à telle date, la plante a besoin d'eau. De telle date à telle date, la plante a besoin de soleil. Là, par contre, elle a besoin d'ombre, etc., etc. Donc il y a toute cette phase d'étude qui va donner en fait toutes les informations dont on a besoin pour produire le meilleur projet possible. OK et du coup, c'est alors ça quand tu dis on parle avec l'agriculteur qui va nous dire, bon, entre mai et juin, il y a quelque trop d'expositions au soleil, c'est vrai la rigueur un peu. Ça, c'est aussi d'un point de vue, on va dire, construction du business model pour savoir si le projet va être rentable. Ma question était plus axée sur le pilotage en lui-même. Parce que tu dis entre mai et juin, mais finalement mai et juin de cette année par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année d'avant, tu as toujours des petites variations. Tu vas avoir peut-être il va faire plus chaud un lundi, et puis la semaine d'après, ça sera. Enfin, le mois, l'année d'avant, c'était une semaine avant, tu avais la porte d'exposition dans cette porte d'exposition-là. Comment est-ce que ce pilotage est fait automatiquement des panneaux? Est-ce que c'est automatique? Ou est-ce que c'est les l'agriculteur qui contrôle qui va dire, bah là, je vais la fermer, je vais la rouvrir? Ouais, ça a tendance à être plutôt automatique. On a vraiment des algorithmes qui fonctionnent et qui vont définir le mouvement des panneaux en fonction des données en fait qu'on aura mis dans l'algorithme et qui se guidera automatiquement. Alors il y a des façons hein, de donner à l'agriculteur un peu de contrôle là-dessus et surtout dans des situations un petit peu d'urgence, si jamais il y a besoin de mettre les panneaux dans tel ou tel sens, là il y a une possibilité de l'agriculteur qui lui est directement sur le terrain et qui connaît les conditions, on va dire, de météo locale, qui peut avoir une petite action là-dessus. Tout est, on va dire, dans l'idée, c'est automatisé, mais avec des sécurités, des sécurités là. Et tu parlais des algos. Donc, j'imagine que ces algos-là, ils sont préprogrammés avant, euh, avec l'information qui a été donnée, mais en fonction des types de cultures. Est-ce que c'est des algos qui auto-apprennent, ou c'est des algos qui sont cramés dans le noir? Je sais pas si tu as une vision sur cette technologie et sur comment ça fonctionne derrière. Alors derrière, c'est pas nous qui faisons les algorithmes hein, directement. On travaille forcément avec des bureaux d'études qui sont spécialisés là-dedans, qui ont déjà un bon retour d'expérience hein, sur ce qui sont l'agrivoltaïsme depuis quelques années. Alors je ne crois pas qu'il y ait d'intelligence artificielle dedans, donc je pense pas que l'algorithme soit auto-apprenant. Donc voilà, c'est des paramètres qui sont entrés et qui derrière vont bouger de ça. Une question là pour sortir qu'on se pose beaucoup en France et qu'on a assez souvent, c'est la réglementation. Est-ce que la réglementation aide ou pas? J'ai lu que la France, du coup, étudiait ce sujet, que c'était un marché qui était en pleine croissance et que en 2023, il me semble, en 2023, il y a une nouvelle loi qui était promulguée, la loi AER, sur l'accélération des énergies renouvelables, qui vise justement à garantir que les installations photovoltaïques, elles soutiennent les activités agricoles. Et ce que je propose, après ça, c'est des mots qui sont dits sur de la réglementation. Concrètement, vous, comment vous le ressentez? Est-ce que l'État va plutôt soutenir ces initiatives ou est-ce que vous avez plutôt l'impression que c'est un frein aujourd'hui quand ça passe sur le terrain? Alors concrètement sur le terrain, alors c'est vrai que cette loi AER ou APER, hein, accélération de la production des énergies renouvelables, elle va dans le bon sens. Hein, globalement, elle va plutôt dans le bon sens. Alors c'est vrai qu'elle demande un petit peu aux développeurs de projets d'insister sur le projet agricole. Elle demande d'insister un petit peu aussi d'un point de vue participation des gens. Hein. Il ne faut pas oublier qu'un projet, il faut qu'il soit accepté par la population locale, par la commune, par la communauté de communes, etc. Donc voilà, elle incite un petit peu les développeurs à inclure les gens dans le projet.
Chose que nous, on fait depuis le début, là, depuis le début de l'entreprise, hein. C'est une entreprise qui est détenue par des communes, Aspiravi, donc on a vraiment cette volonté d'inclure les habitants, d'inclure les communes, dans le projet. Donc ça permet plein de choses. Concrètement, sur le terrain, dans les faits, oui, dans les faits, on est censé accélérer, cette production, hein, parce qu'on en a vraiment besoin. Réellement, on se retrouve quand même à être un petit peu freiné, plus par, l'administration, qui a tendance à un petit peu enfin, déjà, on est en France, donc on a une réglementation qui est assez poussée, assez stricte. Donc disons qu'on est un petit peu plus limité que dans certains pays. Donc voilà, donc ça prend globalement, de base, un peu plus de temps de développer un projet et c'est l'avantage d'avoir une bonne réglementation. C'est qu'on sait ce qu'on doit faire et on sait ce qu'on ne doit pas faire, par rapport à d'autres pays. Donc là-dessus, on est bien, mais ça a le côté négatif d'accélérer un petit peu, enfin justement de désaccélérer un petit peu les projets, que ça prenne un peu plus de temps. Et deuxième chose, c'est que les ressources mises à disposition par l'État sont souvent un petit peu limitées. Et quand je dis ressources, c'est vraiment en termes de personnes qui vont étudier le dossier. Donc quand on propose un projet, nous, on a un gros dossier à présenter, où il nous faut l'autorisation de pas mal de parties prenantes dessus, notamment aussi du préfet, hein, qui va donner permis de construire ou pas. Et en termes de ressources humaines, pour regarder ce dossier, sachant que ça passe de main en main dans pas mal de main en main de pas mal de parties prenantes différentes, ça en général, ça met pas mal de temps. Et c'est pas surprenant s'il y a du retard, alors qu'il y a quand même des délais qui sont donnés à la base pour le gouvernement. Et quand du délai, du retard, c'est qu'on n'a pas forcément d'ordre de grandeur ou en tête. On entend dans les médias que pour l'éolien, par exemple, ça prend 6 ans voire plus de faire un projet de bout en bout. Dans l'agrivoltaïsme, c'est combien de temps quand tu fais ça? Alors dans l'agrivoltaïsme, c'est un peu plus rapide qu'un projet éolien, hein. C'est vrai qu'un projet éolien, on va dire que si tous les voyants sont au vert et qu'il n'y a pas de recours et tout s'est bien passé, disons qu'entre 5 ans, 7 ans, ça peut se développer, si tout va bien. Si voilà, s'il y a des recours, si les choses ne se passent pas très bien, on peut facilement monter à 10, 15 ans. Donc c'est quand même très très long. Donc c'est vraiment de la perte d'électricité directe, hein, pour nous, pour la France, pour tout. En agrivoltaïsme, on est un peu plus rapide. On est un peu plus rapide à développer. C'est pas des études qui sont aussi poussées que dans l'éolien. En général, ça se fait vraiment en fonction du projet, parce que c'est quelque chose qu'on appelle le cas par cas. Donc c'est vraiment les projets au cas par cas qui vont, en fait, auxquels on va nous demander de faire des études plus ou moins poussées en fonction, en fait, de la particularité, de la sensibilité du site par rapport aux caractéristiques locales. Donc quand on n'a pas trop de problèmes, qu'on n'a pas de cas par cas à fournir, en quelques années, un projet agrivoltaïque peut être déposé. Hein, ça peut se faire assez rapidement, ça peut se faire en 2 ans, 3 ans, allez 4 ans, on va dire. S'il y a un cas par cas, disons qu'on va en général gagner 1 ou 2 ans, perdre 1 ou 2 ans. Donc au final, en 5 ans, disons grosso modo, on peut avoir un projet agrivoltaïque qui tourne bien. Derrière, la deuxième contrainte qu'on a nous, c'est le raccordement. Justement, on en revient au raccordement. C'est beau d'avoir des panneaux photovoltaïques posés qui sont prêts à produire, mais si le parc n'est pas relié au réseau, au final, il va rien produire. Donc nous, on est obligé d'avoir cet accord, hein, ce raccordement pour pouvoir vraiment produire et injecter l'électricité produite dans le réseau pour qu'ensuite ça soit distribué. Et ce raccordement peut aussi être un petit peu difficile et peut prendre du temps. En général, disons que si tout se passe bien en pleine phase, si on a le feu vert, en 6 mois, on peut être raccordé. Quand même 6 mois, une fois que l'installation est prête. Mais disons que dans certains cas, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Et à ce moment-là, c'est 2 ans où les panneaux sont là, mais ne produisent pas. Donc là aussi, on perd du temps. C'est assez dingue. Parce que quand tu dis, je me rends compte, on n'a pas du tout les mêmes, la même perception des échecs de temps. Parce que quand tu dis, ah, c'est assez rapide, ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. En disant que c'est rapide, c'est assez rapide. J'imagine dans la perspective d'un énergéticien où, en énergie, tu parles de barrage, tu parles de centrale nucléaire, tu parles, je ne sais pas, de photovoltaïque, enfin de photovoltaïque ou d'éolien, mais on n'a pas du tout la même ordre de grandeur. Parce que moi, je veux dire, 4 ans. Enfin, mais ça reste, en fait, je me mets à la place d'un instant avec l'école et je me dis, ah, ça peut être intéressant, ça peut amener un revenu supplémentaire. Tu te dis entre le moment où je démarre où je lance un peu ce projet-là et le moment où j'ai vraiment les panneaux sur mon champ qui vont aider à la production, à la fois agricole mais énergétique aussi derrière, ça va me prendre ces 4 ans. C'est ça, c'est toujours un peu de temps. C'est vrai, entre le moment en fait où on a un accord avec le propriétaire ou l'exploitant foncier,
Il y a quand même cette phase d'étude qui est assez longue. Il faut bien définir le projet, ça prend quelques temps. À cela, on rajoute les délais administratifs, hein. Forcément, le projet, c'est quelque chose, bah, ça reste un beau projet, c'est quelque chose d'ampleur. Voilà, c'est pas comme si on allait faire un petit projet qui peut être beaucoup plus rapide. Non, on est quand même là pour produire de l'électricité. Il faut s'assurer que tout soit bien sécurisé aussi, qu'il y ait l'ensemble. Ah, mais j'ai aucun doute sur le fait que c'est complètement justifié et tant mieux qu'on soit aussi méticuleux en France sur ces sujets assez juste, comment on va dire, un partage de cette différence de perception temporelle. Est-ce que toi, sur l'agrivoltaïsme spécifiquement, il y a un moment qui t'a marqué particulièrement? Je sais pas, tu as été sur une exploitation ou même je sais pas, un moment marquant pour toi dans ton expérience dans ce domaine-là, une rencontre. Ouais, alors le moment très marquant, bah, en fait, c'est notre tout premier parc agrivoltaïsme. Et c'est surtout la rencontre avec l'agriculteur, c'est un agriculteur qui était dans le sud, hein, dans le département du Gard, où en fait on fait un projet agrivoltaïsme sur à la fois de la vigne, à la fois du kiwi et des olives. Voilà, donc c'est un producteur de vin, il fait des kiwis et il fait de l'huile d'olive. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est un peu cette rencontre avec cet agriculteur qui est super pour le projet, qui est ultra innovant, qui est ultra entrepreneur, lui, de base. Voilà, il est issu de sa famille qui est ultra entrepreneur, qui tient ses terres et qui a amené en fait le kiwi en France. C'est assez historique là-dessus. Et c'est en fait sa volonté à lui en fait de faire le projet. Il a tellement envie de faire le projet que c'est quasiment comme s'il était dans notre entreprise. Il est vraiment là à aller voir les gens, aller voir les chambres d'agriculture, à aller négocier avec la communauté de communes, à aller voir le maire toutes les semaines pour lui dire nanini, nanana, dépêche-toi de signer parce que j'ai envie que ça avance, etc. Donc il y a vraiment, ouais, c'est ça qui me plaît, c'est vraiment cette volonté en fait des gens de faire parce que bah, ils se sont rendus compte que on veut faire en fait du bien, on veut produire de l'électricité d'une façon saine, d'une façon verte et décarbonée, et en plus de ça, assurer voilà, une certaine sécurité alimentaire à la France. Il a connu, lui, des épisodes d'aléas climatiques extrêmement forts, où il a perdu, par exemple, suite au gel, il avait perdu il y a 3 ou 4 ans 100% de sa production de kiwi, 100% en une nuit, parce qu'il avait, à cause du gel. Donc ça l'a beaucoup, beaucoup marqué aussi. C'était ça, hein, qui fait que maintenant il a plus envie de revivre ça. Parce que quand on perd toute sa culture en une nuit, bah, je pense que dans la tête d'un agriculteur, c'est assez difficile, hein, tout le travail d'une année. Donc voilà, ça c'est vraiment un fait marquant et qui, moi, me motive à vouloir faire plus. Parce que des gens qui sont volontaires et qui ont cette volonté de faire, en fait, il y en a. Et donc c'est ça qui est super plaisant. Et en fait, le projet, c'est pas, voilà, c'est vraiment un projet qu'on construit avec quelqu'un et qu'on amène ensemble. Voilà, c'est pas que nous, en tant que Caspiravi, qui faisons les choses, mais c'est vraiment un groupe de personnes qui se lancent dans l'aventure. Effectivement, ça a l'air d'être une belle rencontre et il a l'air d'avoir l'esprit entrepreneurial. Entre ramener ma famille en France, trouver des solutions, être moteur du premier projet d'agrivoltaïsme aussi pour, on va dire, à la fois, bon, comme on disait, lier les productions agricoles et énergéticiennes. Effectivement, c'est assez impressionnant. Peut-être que nous rejoindre sur le podcast qui pourra nous partager ses perspectives. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Je te remercie, Edwin, d'avoir partagé sur l'agrivoltaïsme, d'avoir fait découvrir, je pense, à énormément de personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore toujours très connu. Euh, Ma question là-dessus, du coup, c'est est-ce que tu penses, ou tu disais qu'il y a des réalités, on va dire, économiques qui limitent les terres agricoles sur lesquelles on peut les mettre en place. Est-ce que tu vois l'agrivoltaïsme prendre une place plus grande en France sur la production électrique du futur? Complètement, complètement. Alors déjà, en France, on a cette chance d'avoir énormément de terres qui sont éligibles, hein, à l'agrivoltaïsme. Et cette partie agrivoltaïsme dans le mix énergétique, hein, parce qu'il faut toujours remettre tout dans un contexte, en fait, hein, de mix énergétique. Donc c'est pas que l'agrivoltaïsme, mais non, c'est l'agrivoltaïsme, le photovoltaïque sol, l'éolien, le nucléaire. Il y a vraiment cet ensemble-là pour au final arriver aux objectifs nationaux de neutralité carbone. L'agrivoltaïsme, pour moi, a une réelle place parce que la sécurité alimentaire est ultra importante, hein. On a cette chance en France d'avoir un grand territoire, beaucoup de terres, beaucoup d'agriculteurs. On est au courant qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sentent un petit peu délaissés par les gouvernements, qui sont pas toujours rémunérés à la juste valeur, hein, et à la réalité du travail qui est assez difficile,
produisent tous les jours. Donc, c'est réussir à amener l'agrivoltaïsme voilà, en bonne partie sur le territoire français. C'est déjà le cas, hein, ça augmente. Il y a quand même de plus en plus d'agriculteurs qui se mettent au courant, qui se renseignent sur le sujet, parce qu'ils sont au courant qu'il y a des façons pour eux peut-être d'avoir un revenu en plus, il y a des façons pour eux de sécuriser leur agriculture. Et sécuriser l'agriculture, ça veut dire sécuriser les revenus pour eux. Il y en a beaucoup qui ont connu des épisodes climatiques assez difficiles. Donc pour moi, il y a il y a un réel futur là-dedans. Et on a la chance en France d'avoir suffisamment de place pour le futur le rendre réel, quoi. Donc là, on parle des opportunités, et les opportunités sur lesquelles nous rassurent, parce que elles sont énormes. Les challenges que tu vois potentiellement aussi dessus, sur le futur, ce serait lesquels? Ouais, alors les challenges moi, que je vois principalement, ça va être la demande. Si jamais on se met dans une optique d'accélération et de déploiement un petit peu à un peu plus grande échelle de l'agrivoltaïsme, forcément, ça va être les besoins de la filière, hein, que ce soit en termes de déploiement, en termes de ressources, en termes de raccordement. Hein, on en revient encore au raccordement, hein, qui est un élément vraiment central dans ce qu'on fait. Certes, c'est bien de déployer en fait des centrales pour produire de l'électricité, photovoltaïque, agrivoltaïque, éolien, etc. Il faut en déployer, mais d'un autre côté, il faut aussi développer le réseau. Donc là, les entreprises qui gèrent le réseau, hein, Enedis, RTE, etc., le réseau de transport d'électricité, ils gèrent le réseau et ils ont des plans, justement, des schémas d'augmentation et de développement du réseau pour accompagner cette croissance, justement, dans la production des énergies. Donc ça se met en place au fur et à mesure. Mais ça peut être un frein aussi, hein. C'est quand même, on reste dans un domaine qui est assez complexe. Ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait quand même sur plusieurs années. Tout ça dans le contexte où on en a besoin assez rapidement. Voilà, on a déjà des sources d'électricité qui se font vieilles. Je pense notamment au nucléaire, hein, sur lequel on repose beaucoup en France. Ça commence à se faire vieux. On est déjà en train d'étendre un petit peu les durées de vie qui étaient prévues initialement. Donc en fait, on a une baisse un petit peu de ce qu'on utilise déjà nous pour faire de l'électricité. Il faut réussir à augmenter assez rapidement voilà, via les solutions qu'on a. Tout ça en augmentant le réseau pour qu'on puisse connecter toutes ces centrales, sinon ça sert à rien. Et voilà, pour moi, c'est les principales contraintes qu'on pourrait avoir. Mais ça, c'est connu et j'ai aucun doute sur le fait qu'on le gère. Ce sera le travail de toute notre génération, je pense, de construire tout ça, de le développer, de faire en sorte de mettre, on va dire, l'ensemble, enfin, de remettre la direction dans le bon sens. Exactement. Et pour rapidement compléter aussi, tout ça, bien sûr, dans le produire l'électricité, c'est bien, mais il faut l'utiliser, cette électricité, sinon ça sert à rien. Donc, il faut aller dans l'optique de l'électrification des usages, hein, c'est ce qu'on dit. C'est produire plus, mais c'est aussi consommer ce qu'on produit. Sinon, ça sert à rien. Donc, voilà, donc c'est passer du gaz, etc., de tout ce qu'on peut utiliser avec ces ressources un petit peu fossiles, électrifier tous les usages qu'on peut avoir pour cette électricité, qu'elle soit utilisée, qu'elle serve à quelque chose. Donc, ça va vraiment de pair. Un projet générationnel. Écoute, Elwin, je te remercie de nous avoir fait découvrir tout ça, de nous avoir partagé ton opinion. Et je vais terminer par une dernière question que je pose à tous mes invités. Si tu avais une citation à partager avec la communauté, ce serait laquelle et pourquoi? Une citation, ouais. Alors c'est une citation qui me motive un petit peu, hein, parce que c'est une citation qui est pleine, qui est extrêmement simple, mais je trouve qui est pleine de bon sens et qui donne envie d'avancer. Donc c'est une citation de Napoléon Bonaparte qui est quand on veut, on peut. Mais j'aime bien la deuxième partie aussi de cette phrase qui est quand on peut, on doit. On est dans un contexte de changement climatique, il faut qu'on fasse quelque chose. Certes, c'est un peu l'état d'urgence, mais on peut toujours faire quelque chose. Il faut être optimiste. Je suis quelqu'un d'assez optimiste aussi. Donc on peut le faire, on peut éviter peut-être la catastrophe, ou en tout cas prendre une direction un peu meilleure que celle qu'on a prise il y a quelques années. Donc on peut le faire, donc faisons-le. On a ce devoir, d'autant plus nous, les nouvelles générations, on va dire, hein, qui vont le vivre. On a un petit peu ce devoir de le faire. Donc cette citation me plaît et est assez motivante. Mais effectivement, on entend souvent que la première partie de la citation, en général, on va nous envoyer plus sur la deuxième, sur notre responsabilité commune à tous. Et je suis convaincu que notre génération va mettre les énergies dans ce sens-là.
Et Louis, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric.